pour ces vacances de la Toussaint, eh bien, c'est le moment de vous proposer un petit best-of avec quelques extraits choisis des 6 derniers épisodes. À très bientôt et bonnes vacances. Aurélien Audelin, CTO de Click. Et en fait, quand l'équipe a commencé à croître, on s'est posé la question vraiment de la méthodologie et pour pouvoir justement travailler en remote, il nous fallait une méthode solide. Donc c'est à ce moment-là qu'on a notamment décidé de passer sur Linear, qui est une méthodo assez récente, qui est un outil d'ailleurs qui est très simple et très bien fait. Tu détailles, alors pour le coup on en avait discuté, Ouais. on s'est revu il y a quelques semaines et justement tu m'avais parlé de Linear, Ouais. tout ça. C'est vrai que c'est une méthodo qu'on voit pas trop. Ouais. Tu peux en dire un peu plus ? Alors certes, c'est une méthode qu'on voit pas trop, ou en tout cas qui est pas hyper publique. Par contre, quand j'avais justement commencé un petit peu à regarder différentes méthodes, différentes solutions, il y a forcément les Scrum, les Kanban qui reviennent tout le temps. Mais c'est vrai que sur le Slack du coup de TechRox, qui est un Slack de mise en relation de tous les CTO, beaucoup de CTO, en fait, il y a déjà quelques CTO qui commençaient à parler de la méthode. Et donc en cherchant, justement, je suis un peu tombé dessus et... T'as des noms ? Je pense pas, non, je crois pas. On retrouvera. Ouais, j'essaierai de Parce que retrouver le Slack. j'en ai reçu quand même quelques-uns de la communauté TechRox, donc... c'est marrant. J'essaierai de retrouver des noms. Je te dénoncerai. Enfin, je les dénoncerai. et donc voilà, donc c'est vrai que j'ai un peu regardé, ce que ça donnait globalement cette méthode. Et en fait, ce qui m'a rassuré, c'est que leur outil est vraiment bien fait. Donc je me suis dit, sûrement que la méthode est bonne, vu que leur outil est bien fait. Et c'est vraiment le cas, en tout cas l'outil est accompagné vraiment d'une méthodologie assez claire, mais customisable facilement pour les besoins justement d'une petite boîte. Quand tu dis l'outil, ça se matérialise comment l'outil ? L'outil Linear, c'est une petite application, à la fois mobile, web et desktop. Donc il y a vraiment tous les supports. C'est une application qui est simple, mais elle est vraiment bien faite, quoi. Et pour les développeurs, il y a une expérience en tout cas du développeur sur l'outil qui est incroyable. C'est-à-dire que on adore faire ça, mais tu peux naviguer avec ton clavier sur absolument tout. Tu as des raccourcis pour créer des issues très simplement, pour les affecter à tes utilisateurs, pour créer des labels. Enfin, l'expérience, c'est vraiment incroyable, quoi. Donc l'outil en lui-même est super bien fait. Et donc on s'est penché sur la méthode et ça a été adopté très vite en fait. C'est-à-dire que les équipes se sont senties bien. Le workflow est simple, c'est-à-dire qu'il y a un workflow très clair entre le... C'est quoi le workflow ? Enfin, si on rentre un peu dans le détail. Ouais, en gros, on a un backlog, ça, ce qui est assez classique d'issue. D'ailleurs, ils sont un petit peu sur un principe de backlog qui va s'auto-cleaner. Donc, c'est-à-dire que tous les 3 ou 6 mois, tous les tickets qui n'ont pas évolué depuis sur ton backlog, ils sont supprimés, enfin, ils sont archivés automatiquement. Donc, c'est vrai que tu peux te dire au début, mais je vais créer des trucs qui vont disparaître et je vais oublier de les faire dans mon app. Et en fait, leur postulat que je partage, c'est qu'en fait... C'est le garbage collector de la méthodo, quoi. C'est exactement ça, c'est le garbage collector de la méthode. Mais non, c'est plutôt malin, parce qu'en fait, c'est vrai que si un sujet, pour moi en tout cas, et c'est leur postulat, si un sujet est vraiment important et que tu dois vraiment l'intégrer à ton application, il reviendra. Donc c'est ce qu'ils proposent, c'est-à-dire qu'il reviendra sous la forme d'une nouvelle issue. Et donc, tu n'auras pas à chercher dans un backlog qui fait 154 issues, voire plus, pour essayer de retrouver le ticket que tu as créé il y a 3 ans, quoi. Donc voilà, c'est pertinent, sachant que le produit évolue et que forcément les besoins évoluent aussi avec le produit. Donc moi, je trouve que c'est bien en fait, d'avoir un backlog plutôt clean. En tout cas, ça nous aide beaucoup. Ok, d'autres choses ? Ouais, du coup, une fois que tu as ton backlog, donc... c'est une méthode qui veut pas s'appeler agile, mais ça reste une méthodologie, en tout cas qui reprend beaucoup de concepts, même si eux se disent pas méthode vraiment agile. Mais tu vois, plutôt que de sprint, on parle de cycle. C'est quasiment la même chose, c'est-à-dire que c'est une période de 2 semaines dans laquelle on va définir un scope en fait de toutes nos issues. Et donc voilà, en fait, la différence peut-être avec Scrum ou des sprints, c'est qu'au bout de ces 2 semaines, on sprinte pas pour aller mettre en production. Au contraire, c'est plus une sorte d'habitude, quoi, mettre en place une routine de travail. Et donc être capable de se dire, en 2 semaines, je sais que mon équipe est capable de traiter un certain nombre de tickets. Et ça me permet d'avoir une vraie routine de travail plutôt que de sprinter pour aller mettre en prod au bout de 2 semaines. Bon, tu as comme une sorte de notion de vélocité. Ouais, exactement. La capacité à prendre en charge de l'équipe sur une durée. Ok, mais tu n'as pas de notion de mise en prod du coup.
Voilà, t'as pas de notion de mise en prod. C'est-à-dire qu'eux t'interdisent pas de... Après, c'est une méthode, tu en fais un peu ce que tu veux, mais ils t'interdisent pas de mettre en prod au beau milieu du cycle. En fait, c'est vraiment pas lié à la fin de ton cycle ou la fin de ton sprint. François Menne, coach de CTO pour Freedom Partners. Je t'ai recontacté suite à un podcast que j'ai fait avec Paul Cohen-Scali. Vous êtes croisés à l'époque de Bouygues. Il me disait un coaching, c'est le plus beau cadeau qu'une société puisse vous faire. Mais du coup, moi, j'imagine que des fois aussi, ça peut être pris comme attention, warning, il y a besoin de progresser sur quelque chose et que ça puisse être mal pris. Ça t'est arrivé de ressentir ça ? Ah bah oui, bien sûr. Et en fait, il faut que ceux qui sont coachés demandent à être coachés. Hein, c'est pas seulement qu'il faut qu'ils soient consentants, c'est qu'il faut qu'ils soient demandeurs. Voilà. Donc dans ces cas-là, ça va fonctionner. Moi, j'ai connu des cas où ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ? Parce que je vais arriver par le haut, c'est-à-dire par des membres du board, des investisseurs, des fonds d'investissement qui ont dit « Bon, là, ça ne se passe pas comme on voudrait, on va envoyer François. » Moi, quand j'arrive, soit je tombe sur un patron qui n'est pas demandeur, qui dit « Non, mais le board m'envoie quelqu'un, je n'ai pas demandé. » ou un CTO qui n'est pas demandeur. Bon, dans certains cas, j'arrive à retourner la situation, mais il y a des cas où on dit « Ben non, en fait, les gens ne sont pas demandeurs. Moi, je travaille que pour les gens qui sont demandeurs. » Ah ouais, ça t'arrive d'arriver, de faire quelques jours et de dire, écoutez les gars, d'un commun accord. A priori, on s'est pas compris, les gens sont pas demandeurs, donc moi je suis là pour arriver dans un bateau. De toute façon, c'est pas ça, c'est que, en fait, moi c'est toujours les mêmes questions très simples. Hein, c'est quelles sont vos ambitions, qu'est-ce que vous cherchez à atteindre, qu'est-ce que vous cherchez à faire. Bon, ok. Est-ce qu'il y a des obstacles ? Si on me dit il n'y a pas d'obstacle, au revoir. Hervé Lourdin, CTO de Batch. Et j'en suis sorti en me disant maintenant j'ai envie de faire CTO pour un pure player, parce que c'est là où je pourrais réellement déployer mes convictions et puis assumer mes conneries. Et je suis allé chez Vidressing, donc marketplace de seconde main de mode, en 2015. Avec ce mandat de passer à l'échelle. Le marché de la seconde main commençait vraiment à prendre son essor en France. Il y avait un concurrent qui était né presque au même moment que Vidressing, qui s'appelle Vestiaire Collective, qui a connu une histoire et qui connaît toujours une histoire un petit peu plus géniale, pour être très honnête. Et donc ouais, j'ai traversé le miroir à ce moment-là, et super aventure, assez inédite pour moi, puisque je venais plutôt pour faire du scale. Et quand j'ai ouvert le capot, après les avoir rejoints, en fait, on s'est regardé avec la directrice produit fraîchement nommée, et puis on s'est dit, mais là on va pas scaler, quoi. Il y avait vraiment une dette technique d'un niveau assez inégalé qui fait qu'on n'arrivait juste plus à sortir de fonctionnalités. Et donc du coup, on a dû remettre tout à plat pour pouvoir continuer à avancer. Donc c'est parti sur une refonte en fait. C'est parti alors sur une refonte avec cette espèce de schizophrénie. Enfin moi j'aime pas les prises d'otages où on dit bon ben voilà, sorry mais c'est fini, là on fait plus de produits pendant 12 ou 18 mois, on va faire une refonte complète de la tech. Surtout sur une start-up ça marche pas trop. Enfin t'as pas les reins pour tenir autant de temps sans faire de fonctionnalités quoi, qui viennent généralement t'amener un peu de revenus additionnels. Du coup, on décide d'une stratégie un peu plus business orientée, toujours, avec la directrice produit, et on se dit, on va créer une nouvelle fonctionnalité, mais sur la plateforme cible vers laquelle on migrera tout ce qui ne fonctionnait pas bien, quoi. Donc en gros, on s'est créé un peu une espèce de plateforme parallèle qui était celle sur laquelle on allait miser avec les bons standards de qualité et qui fonctionnait correctement. Ça nous permettait en parallèle de proposer une nouvelle fonctionnalité, en l'occurrence une nouvelle fonctionnalité de paiement, qui nous permettait d'attirer plus de personnes. Notamment, il faut avoir des facilités de paiement dans le monde de la seconde main et notamment de la mode avec des produits high-end. Enfin, acheter un sac Céline, t'as une conversion à l'achat largement supérieure quand tu proposes du paiement en 3 fois que quand tu proposes juste du paiement comptant avec ta CB, parce que ça coûte très cher. Et donc du coup, on a travaillé comme ça, en équilibrant un peu d'un côté des besoins business et le refactoring technique. J'imagine que l'un des risques quand tu prends cette organisation-là, business oriented,
C'est de se dire, ok, est-ce que je décommissionnerai un jour l'autre Ouais. truc, quoi. On a fait plusieurs choses avec l'équipe. J'avais fait un talk là-dessus qui s'appelle un CTO paye toujours ses dettes. Je vous laisserai la référence. Et pour le coup, ce qu'on a fait, c'est que on a eu une maxime qui était très très importante, qui est devenue un peu le motto de tous les devs, qui était on a appelé le legacy le monstre, et la règle numéro 1 était on donne pas à manger au monstre. Et pendant plusieurs mois, en fait, dès lors où on avait un dev qui devait a priori se faire sur la plateforme legacy, on y réfléchissait vraiment à deux fois en disant ok les gars, je crois que je vais donner à manger au monstre aujourd'hui, je le fais en pleine conscience parce que sinon on va jamais le tuer. Et en fait, pas à pas, on l'a un peu affamé ce monstre et coupé ses racines pour aller vraiment sur la nouvelle plateforme. Ça nous a pris du temps. On a réussi à remettre la plateforme d'aplomb. Sacha Morard, CTO pour le groupe Le Monde. Au bout de 10 mois, on m'a proposé la direction technique du Monde. C'est bien sûr à quoi j'ai accepté. T'as réfléchi ou ça t'a pris 2 minutes? Alors oui, pour tout te dire, j'ai réfléchi parce qu'en fait c'était assez vertigineux. Maintenant que tu connais mon parcours, tu peux comprendre que en tant qu'autodidacte, c'était un peu... la marche était assez haute, je dois l'avouer. Je me sentais capable techniquement, mais là, en fait, déjà quand j'étais au Parisien, on voyait le Monde comme le Graal absolu des médias français, en termes techniques, en termes éditorial. Et cette marque est vraiment à du prestige. Et j'osais difficilement m'imaginer qu'un jour je pouvais être CTO du journal Le Monde. Et donc quand on m'a proposé ça, j'ai réfléchi parce que je me suis dit, et d'une, est-ce que j'en suis capable ? Et de deux, si on m'appelle, c'est que ils vont attendre de moi quelque chose de très concret. Donc faut pas que tu te loupes, quoi. Mais bon, comme je te disais tout à l'heure, on m'a donné cette opportunité, il était hors de question que je la gâche. Ok, oui, t'as réfléchi quand même, mais ça n'a pas duré très longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. Non, ça n'a pas duré 15 jours. 2 heures, c'était plié. Et c'était volontaire, c'était conscient, une volonté de ta part de quand tu retournes à l'Obs, du coup, de chercher dans les médias. C'était vraiment, il y avait une recherche sectorisée sur ce secteur d'activité? Non, pas obligatoirement, mais en fait, ça s'est fait assez naturellement. À l'époque, j'avais un ancien collègue du Parisien qui était directeur numérique de l'Obs et qui m'a appelé, il m'a dit tiens, on recherche quelqu'un. C'était un moment où je pouvais partir de ma boîte et donc je dis bah ouais, écoute, Banco, feu. C'est super intéressant. Ça m'avait vachement plu au Parisien, on y va quoi. Ok. Voilà. Et je vais rebondir quand on te propose le poste et puis on restera sur Le Monde après. Quand on te propose le poste CTO Le Monde, tu m'as dit ils vont probablement attendre quelque chose de moi. Est-ce que c'était clair la roadmap qu'on te fixait ou on te demandait de la fixer à ce moment-là, ou est-ce qu'on t'a demandé les chantiers que tu verrais ou que tu mènerais, ou est-ce que Oui, c'était assez clair. En fait, ça faisait donc du coup 10 mois que j'étais à l'Obs et je suis arrivé dans un moment de l'Obs qui était un peu compliqué. Le site il tenait plus trop la charge. L'équipe technique avait été un peu décimée pour différentes raisons, notamment des bonnes et des mauvaises, mais il y avait des leaders qui étaient partis. Du coup, derrière, ça avait été un peu compliqué de maintenir le truc. Le code commençait à être vraiment endetté. Et en fait, je suis arrivé, j'ai tout pété, j'ai tout refait en 6 mois, quoi. Et en fait, c'est ça qu'ils sont venus chercher, je pense. C'est la vélocité de livrer un nouveau site média. Peut-être ça leur a fait envie, je sais pas. Donc je savais qu'il y avait ça derrière leur tête. Néanmoins, j'ai très vite constaté qu'en fait on était en train de me donner des clés et que je pouvais conduire le camion comme je voulais. Bon, c'était d'autant plus vertigineux parce qu'on parlait pas d'un petit journal et pas d'une petite équipe. Je suis arrivé là, il y avait quand même une trentaine de personnes à piloter.
et forcément 2-3 trucs à reconstruire. Donc voilà, c'est pour ça que je savais qu'il y avait quand même une forte attente. Tu savais qu'il y avait probablement une refonte du site. Ça, Oui. ça c'était à peu près clair. Oui, je le savais. Je le savais parce Ok. qu'il y avait eu une tentative précédente. Et en gros, c'était le moment, quoi. Il fallait le faire maintenant. Romain Serra, CTPO pour CGDIM Santé. Au début, c'était de se dire, dans les grands enjeux, c'était de se dire, ce qui allait prendre du temps, c'était les sujets d'ADN ou de culture. Donc c'était comment est-ce qu'on fait en sorte que d'impulser progressivement, alors moi ce que j'appelle, et qui fait toujours un peu peur quand je le dis, de pomme, mais cette culture du changement continu, c'est-à-dire, moi ça me semble sain d'avoir des incréments de changement d'organisation réguliers, ciblés. Une fois que tu as atteint en 6-9 mois l'objectif avec le change ou la transfo que tu avais besoin de mener, tu es capable d'en remettre un derrière. Et en fait, moi ce que je pense, c'est que il ne faut pas avoir en effet trop de changements en parallèle. Donc on a fait moins de changements en parallèle. Par contre, des changements beaucoup plus rythmés. Beaucoup plus rythmés, un peu plus ciblés. Que ce soit sur le produit, que ce soit sur l'outillage, que ce soit sur le monitoring, que ce soit sur l'UX/UI, voilà, que ce soit sur... Voilà, Tu as des exemples un peu... Dès le début, on a mené un gros sujet de transfo plutôt produit pour se dire comment est-ce qu'on fait en sorte de développer un ownership bout en bout entre du discovery de besoins, le développement des fonctionnalités associées et le suivi des usages, là où c'était un peu réparti dans 2 bouts de l'organisation. Donc c'était de se dire, déjà là, notre objectif c'est d'avoir un ownership sur une verticale produit de bout en bout. Donc ça c'était des premiers changements d'organisation. Deuxième changement qu'on a lancé à peu près en parallèle, c'était de se dire, on a besoin de booter une équipe que j'appelais Opération IT, qui va avoir pour but de porter de manière centrale l'ensemble de nos enjeux DevOps, infrastructure, excellence opérationnelle. Donc ça, on l'a lancé aussi dès le début, dans les 3 premiers mois. Et ça a été les 2 premiers. Et le troisième, c'était de se dire comment est-ce que, à travers un ensemble d'initiatives ou de projets, on fait en sorte de passer le message qu'on veut tendre d'une culture et d'une approche plutôt top-down à une approche où le middle management et le cadre dans lequel s'inscrivent les équipes développent l'ownership de l'ensemble des collaborateurs. Parce que ça, je savais, les 2 premiers sujets, c'est des sujets sur lesquels on pouvait avoir de l'impact en relativement court terme. Et je pense qu'on a eu quelques premiers succès dans les premiers mois. Et après, ça a mis un peu de temps pour bien se stabiliser, mais ça avance et on va pouvoir aller plus loin. Là où développer de l'ownership et changer ou accompagner ou d'expliquer que quand tu fais un certain nombre de changements ou quand tu fais du changement quasi en continu, ça ne veut pas dire que tu es dans une phase d'instabilité profonde, mais ça veut juste dire que le monde dans lequel on est nécessite de toujours avoir ce petit coup d'avance et du coup de toujours instaurer dans la tête et un peu dans la culture de tout le monde qu'il faut toujours être en mouvement. Et quand tu es toujours en mouvement, ça te permet de faire en sorte que si tu as besoin de bouger très rapidement, tu es capable, parce que c'est pas perçu comme une grosse crispation ou comme un drame. Et tu es capable d'impulser de manière itérative tous ces changements-là. Quentin Dubois, CTO pour le startup studio OSS Ventures. OSS Ventures, si on en parle un peu. Alors, et ton rôle? Qu'est-ce qu'un startup studio déjà? Alors, moi, j'aime bien dire que c'est un incubateur en stéroïdes. Qu'est-ce que ça veut dire? Un incubateur, généralement, ou du moins la vision qu'on en a, c'est un lieu où des entrepreneurs qui ont déjà une idée ou un bout d'équipe essayent de lancer leur startup et les incubateurs les aident par rapport au projet qu'ils ont.
Nous, on a décidé de faire un truc un peu différent, basé sur... on s'est inspiré de 2 startup studios, parce qu'il y a plusieurs types de startup studios, mais nous, on s'est inspiré de 2 startup studios. Un premier américain qui s'appelle Suttery Hill Venture, qui n'est pas du tout connu, mais qui a aidé à lancer une petite boîte aussi dans la data qui s'appelle Snowflake. Ah ouais. Et eux, ils ont chaque boîte qu'ils lancent sont quasiment des unicornes ou des décacornes. Donc, on s'est inspiré d'eux, et ensuite on s'est inspiré d'une autre boîte franco-belge qui s'appelait eFounders et qui maintenant s'appelle Exa. Très très beau succès, qui ont lancé des boîtes type Aircall. C'est eux, Aircall. C'est Aircall. Et donc a été lancé par Quentin et Thibaut quelques années avant nous, et on a été extrêmement inspiré de ce qu'ils ont fait. Eux sur un segment totalement différent, mais en gros un startup studio, tu internalises des ressources que tu aurais dû avoir si tu avais monté une startup. Donc nous on a internalisé la fonction sales, la fonction produit, la fonction design, la fonction tech que je gère, la fonction HR et la fonction la fonction aussi VC, c'est-à-dire quand tu veux lever des fonds. Et donc en gros, si jamais tu veux résumer, tu as une équipe de série A qui est en train de t'aider à monter ta boîte. Et en plus, la plupart des collaborateurs d'OSS maintenant l'ont fait au minimum 5 fois. Donc ça veut dire qu'ils ont vu 5 aventures de création de boîte. Quand on est un startup studio, généralement c'est nous qui portons l'idée. Nous on a une autre dimension, c'est-à-dire qu'on est spécialisé dans le monde du manufacturing. On ne monte quasiment exclusivement, à part 2 de nos boîtes, que des projets dans le manufacturing. Pourquoi le manufacturing ? Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez dans une usine, et on a la chance d'avoir beaucoup de partenaires industriels qui nous ouvrent leurs portes, vous vous rendez compte que le niveau du software digitalisation est très très faible, malgré qu'ils aient beaucoup de process, notamment avec le lean management. Vous allez avoir des fois des opérateurs qui vont rentrer la même information dans un Excel, sur un papier, dans un ERP ou dans un logiciel. Et souvent, ces logiciels ont plutôt été faits à la fin des années 90, début des années 2000. Donc on n'est pas dans une expérience où l'UX est quelque chose qui est poussé par ces éditeurs logiciels. Donc du coup, le positionnement, c'est digitalisation, amélioration des process via appli, outils soft d'usine, quoi. Exactement. Et des fois, on reprend une catégorie qui n'a pas été touchée depuis des années et on refait un logiciel par-dessus. Thierry Bonhomme, CTO de ITF1. Et du coup, vu que tu as eu la casquette, des casquettes plus tech, puis des casquettes plus vente avant-vente, le rapport client-fournisseur dans les différents pays ? Assez pays anglo-saxon. D'abord, c'était on allait au bar boire des bières avec les clients après le deal, qui était plutôt compliqué, mais à l'anglo-saxonne. C'est-à-dire qu'une fois que c'est signé, c'est signé. On oublie ce qui s'est passé et puis très chaleureux, on va au resto, on va se boire des bières. Donc ce côté-là. Côté Japon, j'ai deux, trois. Je me souviens. Comme on faisait de l'audioconf et de la webconf, il y a des incidents opérationnels et moi, responsable de l'infrastructure et responsable de la plateforme, en fait, effectivement, quand il y a eu l'exigence de qualité du japonais, et il y a une conf call, donc sur les dizaines de milliers de conf calls qu'on fait, il y en a une qui plante avec un chef, une call de 3 personnes, il y a une coupure de 2 minutes au milieu du call d'une personne. Et donc, c'est remonter responsable technique global, mettre la pression sur le fournisseur. Et donc, j'ai dû faire l'aller-retour Paris-Tokyo sur 3 jours. Alors aujourd'hui, niveau RSE, c'est absolument... mais vraiment, c'était convoquer le responsable technique qui est la source du problème. Et donc, j'étais convoqué à Tokyo devant les responsables commerciaux de l'opérateur. Donc, j'étais dans un amphithéâtre avec 100 commerciaux en face de moi et j'ai passé 1 heure debout. Ils parlaient pas anglais, je parlais pas japonais, avec un traducteur à côté, avec un micro. Il n'y avait pas IGN. Non, il n'y avait pas IGN à l'époque. Et donc, c'était 1 heure de remontrance. Ça marche pas, ça marche jamais, c'est pas normal. Il y a une coupure ou le son il a été plus bas hier et pendant 1 heure en japonais, t'es là. Et on m'avait briefé avant et donc
t'es dans un rapport de domination, soumission qui est assez hallucinant, et j'ai beaucoup appris. Et c'est encore une fois, tu respectes la culture. C'est-à-dire que déjà, t'y vas, t'es convoqué, bah, t'y vas. Voilà. Et après, t'acceptes de passer 1 heure très très compliquée, en fait, où je me souviens, j'étais très tendu, mal au dos de partout, parce qu'en plus, tu peux pas répondre. Enfin, c'était du japonais, et puis voilà, quand t'as 100 personnes devant toi, toi au milieu, c'est comme au Parlement, quoi. C'était comme ça, et tu te prends des flèches en japonais. Et puis après, bah, tu dis désolé. Ah ouais, pardon, c'était vraiment, ils s'excusaient, mais ils avaient apprécié que je fasse le voyage depuis Paris, puis très respectueux de ça. Ils voulaient voir le grand chef. Donc le grand chef tech est arrivé, ils l'ont vu, il a fait le déplacement, il a fait l'effort, ils ont mis 3 baffes et ils étaient contents. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.